Bien, encore pour la suite du cours sur la physiologie bactérienne, nous allons voir dans ce chapitre la deuxième partie, la croissance bactérienne. En introduction, nous pouvons dire que chez les organismes pluricellulaires, la croissance se manifeste par l'augmentation de taille ou de masse. Si je prends un être humain, quand on dit tu crois, ça veut dire que tu grandis, tu grossis. Par contre, chez les micro-organismes unicellulaires, elle se manifeste par l'augmentation du nombre. Multiplication sur la division binaire. Quand on dit la bactérie croît, ça veut dire que le nombre devient beaucoup. Lorsqu'une cellule bactérienne est placée dans un milieu de culture convenable, elle va assurer cette biosynthèse, c'est-à-dire augmenter de taille puis se diviser par fission binaire en deux cellules filles séparées par un septum de division formé par la paroi bactérienne. Quelles sont les conditions de développement microbien? Conditions nutritives, besoins nutritifs. Alors, ce sont des besoins énergétiques qu'on a vus, élémentaires et spécifiques. Donc, les aliments énergétiques, les aliments constitutifs et les aliments spécifiques qu'on appelle facteurs de croissance. Quelles sont les conditions physico-chimiques du développement? Donc, quelles sont les conditions dans lesquelles les micro-organismes peuvent se mettre pour se développer? Il faut avoir une humidité. Une humidité abondante est nécessaire à la croissance des bactéries. Cependant, toutes les bactéries ne sont pas sensibles à la même manière à l'absence de l'humidité. On distingue alors deux groupes de bactéries suivant l'humidité. Celles qui sont résistantes à l'humidité, c'est l'exemple de Corynebacterium diphtheria et Mycobacterium tuberculosis. Bactéries pouvant résister plusieurs jours à température ambiante dans les produits desséchés et la transmission des maladies va se faire soit de façon directe, soit par l'intermédiaire d'objets souillés. Celles qui sont sensibles à l'humidité. Par exemple, c'est le cas de Neisseria gonorrhoeae, qui est dont la transmission est directe. Alors, Neisseria gonorrhoeae, c'est une bactérie qui est responsable, la bactérie qui est responsable de la gonococcie. Voilà, c'est au cours des rapports sexuels. Donc, comme il y a de l'humidité, lui, il profite de là, par là pour s'introduire dans les cellules. Donc, après l'humidité, nous avons la température. Pour chaque espèce bactérienne, on définit trois températures maximales, optimales et minimales. Selon la température de croissance, on distingue les bactéries mésophiles. Ce sont les bactéries dont la croissance se situe entre 20 et 30 degrés et 40 degrés avec un optimum de 37 degrés. C'est dans ce groupe que se trouvent les bactéries pathogènes. Les bactéries cyclophiles, c'est les bactéries dont la température de croissance est comprise entre moins de 4 degrés avec un optimum de 0. Les bactéries thermophiles, plus 44 à 60 degrés. Voilà. Et les bactéries cryophiles qui se développent à moins 2 et autres, dans la température négative. Donc, troisième facteur physico-chimique, le rapport avec l'oxygène potentiel oxydoréduction. On a les bactéries aérobies, les bactéries anaérobies, les aéro-anaérobies facultatifs, les micro-aérophiles. Quatrièmement, le pH. Pour leur croissance, la majorité des bactéries a besoin d'un pH voisin de la neutralité, c'est-à-dire compris entre 5 et 7,5. Cependant, certaines bactéries peuvent se développer à pH acide, c'est le cas de Lactobacillus purulei. D'autres basiques, c'est le cas de Vibrio qui est un gemme hydrique. Ces propriétés sont étudiées pour la croissance des milieux de culture sélectifs. On remarque, il faut dire qu'au cours de la croissance bactérienne, les différents métabolites formés peuvent conduire à des réductions de pH et donc à l'arrêt de la croissance bactérienne. Et nous allons développer cette partie-là un peu plus devant. Pour y remédier, on doit utiliser des milieux tampons. La pression osmotique. Il existe au niveau du cytoplasme une pression élevée contenue par la paroi. De ce fait, l'altération de la paroi, c'est-à-dire l'éclatement de la cellule. Malgré la présence de la paroi, les bactéries ne peuvent pas survivre dans n'importe quel milieu, et notamment dans un milieu présentant une forte concentration en NaCl. La plupart des bactéries sont inhibées en présence de forte concentration de NaCl, à l'exception des bactéries dites halophiles. Alors, après avoir les conditions physico-chimiques, nous allons voir les conditions qui empêchent la croissance bactérienne. On a les substances toxiques. Ce sont des éléments présents dans le milieu de culture qui vont ralentir ou freiner la croissance bactérienne. Il s'agit généralement des acides
l'alcool, les résidus du métabolisme protidique, certaines bactéries peuvent élaborer des substances nocives, donc toxiques pour d'autres. On a les radiations, on a les rayons UV, les rayons X, les rayons gamma. Quels sont les autres agents physiques? L'électricité qui n'a aucun effet sur les bactéries, les ondes sonores n'ont aucun effet sur les bactéries, les ultrasons peuvent désintégrer quant à la cellule bactérienne. Et on a les inhibiteurs naturels, c'est le cas de certains produits naturels tels que les tanins, les huiles essentielles, les composés phénoliques, etc. et les adjuvants technologiques. Quelle est la méthode d'étude de la croissance bactérienne? Il faut d'abord avoir le matériel de culture. Il faut une culture bactérienne pure pour l'évolution de la croissance bactérienne. Pour obtenir une culture pure, il faut procéder par isolement sur un milieu gelosé. Et donc, l'isolement sur le milieu gelosé se fera par des techniques d'épuisement. Voilà l'isolement que nous allons voir un peu plus tard devant là-bas. Donc, division de l'inoculum, incorporation par comptage. Alors, il faut mesurer la croissance bactérienne. L'estimation de la croissance bactérienne peut être faite par des numérations ou par des mesures de masse. Et plusieurs méthodes peuvent être utilisées. La méthode de numération, c'est-à-dire les méthodes directes. Et parmi les méthodes directes, on a les numérations totales. Alors, cette technique permet le dénombrement de la totalité des bactéries. Elle est réalisée à partir d'un bouillon et consiste à dénombrer sans discernement toutes les bactéries. Et donc, la numération totale, c'est-à-dire comporte des cellules mortes ou des cellules vivantes. On a la numération viable. Elle consiste à faire à partir de divisions successives et à procéder par étalement sur gelose nutritive d'un volume donné ou par incorporation du volume dans une gelose. Ici, il s'agit de quoi? Lorsque nous faisons de la numération viable, on prend un bouillon, on va ensemencer sur la gelose. Les bactéries qui vont pousser sont les bactéries qui vivent. Les bactéries mortes ne vont pas pousser. Contrairement à la numération totale, c'est dans un milieu liquide. Donc toutes les bactéries sont dedans. Qu'ils soient morts ou vivants, tu es à l'intérieur. C'est la différence entre la numération totale et la numération viable. Ça, c'est les deux méthodes qu'on vient de voir, sont les méthodes directes. On va voir la méthode indirecte. Cela se fait par détermination du poids sec, donc par la mesure de l'azote bactérienne, la mesure de l'activité enzymatique. Alors, je passe un peu plus dessus parce que ce sont des méthodes que vous allez voir dans la classe supérieure. Et au niveau de la mesure de l'activité enzymatique, les micro-organismes vont produire de l'enzyme dans le milieu qui va troubler le milieu. C'est la méthode turbidimétrique. On a la mesure des constituants cellulaires, le dosage de l'azote, le dosage de la flavine mononucléotide. Les mesures d'une activité cellulaire, c'est une mesure fiable et très utilisée. Alors, quelles sont les caractéristiques et les paramètres de la croissance bactérienne? Les paramètres de croissance sont des grandeurs qui permettent de caractériser l'aptitude bactérienne à se multiplier. Donc, au premier paramètre, on a les cultures asynchrones. Toutes les divisions de toutes les bactéries au même moment en milieu liquide. Donc, je prends un milieu liquide, je prends 2 ou 3, 4 bactéries qui sont mises dedans. Si la division de ces bactéries se fait au même moment, je parle de cultures asynchrones. Sinon, je parle de cultures asynchrones. Le temps de doublement ou le temps de génération. Alors, c'est l'espace de temps écoulé en 2 divisions. On sait que la bactérie, je prends une bactérie numéro 1, va se diviser pour donner 2. 2 va se diviser pour donner 4. Et donc, c'est l'espace de temps écoulé en 2 divisions ou le temps nécessaire au dédoublement d'une population bactérienne en phase exponentielle de croissance. C'est ce qu'on appelle le temps de doublement. Le temps pour lequel du moins la bactérie va se diviser en 2. Le temps qui sépare 2 divisions successives au temps nécessaire au dédoublement d'une population. Alors, c'est noté TG ou G. C'est égal à T sur N. Avec T, la durée d'incubation et N, le nombre de divisions. E. coli, par exemple, fait 2 divisions par heure. Donc, 60 divisé par 2, ça fait 30 minutes. Donc, le temps de génération de E. coli est égal à 30 minutes. Vibrio pareil multicus a une vitesse de croissance de 3 divisions par heure, donc ça fait 20 minutes. Ça veut dire que chaque 30 minutes, E. coli se divise. Chaque 20 minutes, Vibrio pareil multicus se divise. Vitesse spécifique de croissance ou taux de croissance horaire R, taux de croissance népérien mu. C'est la croissance de la concentration bactérienne par unité de temps ou le nombre de divisions par heure d'incubation.
cette définition est plus facile, le nombre de divisions par heure d'incubation. Donc, le taux de croissance horaire exprime la vitesse de multiplication des bactéries. C'est le nombre de divisions effectuées par unité de temps. Donc, le taux de croissance horaire R égale à N sur T. Donc, l'inverse de ce que nous avons vu, ce que nous avons appelé le temps de dédoublement. Donc, N sur T, donc R égale à N sur J. Et connu, on a dit que ça fait 2 divisions par heure, divisé par le monoticus, 3 divisions par heure. Les paramètres de la croissance en milieu non renouvelé. Un milieu non renouvelé, c'est un milieu dans lequel on n'ajoute plus d'éléments nutritifs pour la batterie. Donc, une fois qu'on a sémoncé la batterie, on n'envoie plus rien dans le milieu. La batterie va utiliser seulement ce qui est dans le milieu pour sa croissance. Alors, pour cela, on va définir le nombre de divisions ou générations, petit n, la population bactérienne, grand N, on nomme N0 la population initiale et N, petit n, la population après n divisions. Le temps de génération G est le temps nécessaire pour que la population double ou le temps qui sépare 2 divisions successives. Et l'expression mathématique de la croissance a pour formule G égale à T sur N que nous avons vu. On définit le taux de croissance horaire R grâce à la formule R égale à N sur T. Donc, G et R sont inverses. On définit le taux de croissance népérien mu par la formule mu égale à R fois Ln de 2 égale à 1 sur G fois Ln de 2 et qui représente l'accroissement de la population par unité du temps. Et dans 5, nous allons voir la croissance totale. C'est la quantité totale de substances bactériennes élaborées au cours de la croissance par unité de volume du milieu. Et en 6, le temps de latence, c'est le retard de croissance par rapport à une croissance idéale. Donc, la vitesse spécifique de croissance reste nulle, c'est-à-dire pendant le temps de latence, la bactérie ne se multiplie pas, donc pas de division. L'aspect théorique de la croissance. Théoriquement, une bactérie placée dans un milieu convenable peut se multiplier indéfiniment. Par fission binaire, la croissance se fait généralement par une progression géométrique. Donc, il s'agit d'une croissance exponentielle, mais en réalité, cette allure exponentielle ne représente qu'une petite partie de la multiplication bactérienne. Votre figure. Et donc, vous vous souvenez de ce schéma, de cette figure que vous avez vu en place des premières, je pense bien, lors de la preuve avant de faire probabilité. On a tous vu ça. Alors, je prends une seule batterie. Donc, au départ, on a une batterie. Cette batterie va se diviser, donc N0 égale à 1. Donc, une batterie va se diviser en 2. Donc, vous voyez, ce qui est en bleu, c'est le temps. Et c'est le nombre de divisions, du moins. C'est le nombre de divisions. Donc, en bleu, c'est le nombre de divisions. C'est pourquoi tu as appelé ça N. D'accord? Donc, à N0, on a 2 exposants 0 égale à 1. On a, donc à 1, 2 exposants 1 égale à 2. 2, on a 2 exposants 2, etc. Pourquoi on a pris 2? Parce que la batterie fait une division binaire, c'est-à-dire se divise toujours en 2. C'est pourquoi on prend 2. En mathématiques, vous avez que quand il n'y avait pas de division, c'est 0. 2 exposant 0, c'est égal à 1. Tout nombre exposant 0, c'est égal à 1. Donc, aspect théorique de la croissance. Si on parle d'une population initiale N0, au bout de n divisions, on aura un nombre théorique de bactéries. Et la formule n égale à 2 exposant n, n0. Donc, si je pars ici, n égale à quoi? 2 exposant n, n0. Donc, si je m'arrête à 2, N2 égale à quoi? 2 exposant 2 fois N0 qui égale à une batterie. Je suis parti d'une seule batterie. Détermination des paramètres de la croissance par calcul. Soit NT, le nombre de batteries autant T, N0, le nombre de batteries autant T0, petit n, le nombre de générations, mais le taux de croissance. À partir à la première génération, on aura N égale à N0 fois 2 exposant 1. À la deuxième génération, on a N2 égale à N0 fois 2 exposant 2. De façon générale, on va avoir N égale à N0 fois 2 exposant N. Or, R égale à N sur T. Donc, petit n serait égal à, le nombre de divisions serait à R fois T. Et N égale à N0 fois 2. Donc, si on reprend, on remplace N par sa formule RT, ça fait, donc, ici, il s'agit de calculer simplement R. Et donc, si nous continuons, voilà, R égale à quoi? Log nt moins log n0 sur t log de 2. Alors, au cours d'un exercice, on peut prendre ln. Mais si l'exercice vous demande de prendre log, on va vous donner la valeur de log. Or, mu égale à r
log de 2. Donc, mu aussi, on peut calculer. Donc, on peut calculer R, on peut calculer mu. La courbe de croissance. Alors, donc, lorsque les micro-organismes vont se multiplier, cela va donner une courbe de croissance. Aspect expérimentaux de la croissance. Courbe expérimentale de la croissance, observation. À partir d'une culture pure ou renouvelée, on suit la croissance bactérienne à l'aide d'un biophotomètre enregistreur. Et le schéma, nombre de bactéries en fonction du temps, on obtient la courbe suivante en 6 phases. Donc, voilà la courbe de la croissance bactérienne. Bien. Donc, on a la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4, la phase 5 et la phase 6. Courbe expérimentale de croissance montrant les différentes phases de croissance distinctes par mu. Et donc, ici aussi, la croissance, le taux de croissance horaire aussi, et népérien aussi est là, juste en bas. Et en nous appuyant sur le taux de croissance, la figure ci-dessous nous permet de distinguer 6 phases de croissance. A, que j'appelle là-bas 1, la phase de latence. Donc, où le taux de croissance est nul. Il n'y a pas de multiplication, pas de division bactérienne au cours de cette phase. La vitesse spécifique de croissance est nulle. Elle correspond à la phase pendant laquelle la bactérie synthétise les différents enzymes nécessaires à l'utilisation des différents substrats dans le milieu. On a vu précédemment que lorsque dans le milieu il y a des protéines, la bactérie doit sécréter des enzymes pour décomposer les protéines en acides aminés. S'il y a des acides gras, s'il y a des lipides, ça doit décomposer en acides gras. S'il y a du sucre, des glucides, on doit décomposer en glucose. Donc ça c'est la phase de latence. La durée de cette phase dépend de plusieurs facteurs. L'importance de l'inoculum. Les bactéries doivent d'abord détoxiquer du moins le milieu en le débarrassant des traces d'éléments toxiques qui contiennent en général les milieux de culture, les métaux lourds par exemple. Plus l'inoculum est important, plus le temps nécessaire à la détoxication est court. Cela va dépendre aussi de l'âge des bactéries. Les vieilles bactéries introduites dans un milieu neuf doivent d'abord réparer tous les dommages subis. Elles doivent donc restaurer leur état physiologique normal avant de commencer à se multiplier. Donc, plus la culture ayant servi d'inoculum est vieille, plus la durée de cette phase est longue. Il faut tenir compte aussi de la composition du milieu. Les bactéries doivent synthétiser les enzymes adaptés au nouveau milieu de culture. B, c'est la phase d'accélération. Pendant cette phase, le taux de croissance en augmentation régulière avec le temps. C'est la phase exponentielle de croissance. La croissance est constante et maximale. La bactérie se divise à leur rythme le plus élevé. La phase de ralentissement. Les bactéries continuent de croître, mais le taux de croissance est en baisse. Parce que dans le milieu, il va commencer à avoir absence de nutriments. Et en E, la phase stationnaire, c'est-à-dire le plateau. Le nombre de bactéries est toujours à son maximum, mais il n'y a pas de nouvelle division. Il y a disparition de nutriments, acidification du milieu, accumulation de déchets toxiques. Et pendant la phase de déclin, c'est-à-dire la dernière phase, le nombre de bactéries est en baisse. Il y a plus de bactéries qui meurent que de bactéries qui se divisent. C'est la phase de décroissance. Et ce tableau résume un peu plus ce que je viens de numérer. La variation de la croissance en milieu non renouvelé. Les conditions d'arrêt de la croissance. À quel moment la bactérie arrête de se multiplier? L'utilisation des nutriments contenus dans le milieu de culture à leur épuisement. Quand il n'y a plus rien comme nutriments dans le milieu. L'accumulation dans le milieu de culture des produits toxiques qui résultent du métabolisme bactérien. Quand le micro-organisme se divise, utilise les milieux, le micro-organisme va déposer dans le milieu des éléments toxiques qui va se retourner contre lui-même. Les variations de pH consécutives à la libération des dérivés acides issus du métabolisme bactérien et la baisse de l'aération du milieu du fait de la consommation d'oxygène du milieu. Mais comment faire pour maintenir la croissance? Il faut résoudre bien entendu le problème qui vient se poser. Ainsi, pour maintenir les bactéries en phase exponentielle, l'on doit jouer sur tous les facteurs, à savoir apporter des nutriments dans le milieu, éliminer les produits toxiques, stabiliser le pH, aérer le milieu de culture. Et quels sont les facteurs qui vont influencer la croissance? C'est les mêmes facteurs qu'on a vus, c'est-à-dire la température, le pH, la concentration en substrat, l'activité en eau. On va voir l'application de la croissance bactérienne. On peut appliquer la croissance bactérienne en bactériologie pour l'étude des cultures pures bactériennes, les observations des bactéries, en antibiothérapie, c'est-à-dire vous partez à l'hôpital, on doit faire
vous doivent prescrire des antibiotiques, il faut faire croître la bactérie pour voir quel est l'antibiotique qui peut tuer la bactérie. La stérilisation, alors on fait croître les micro-organismes et on va chauffer le milieu pour voir si ça va les détruire. Et la conservation des aliments pour des aliments. Et la production de substances nobles, c'est le cas des vitamines et des antibiotiques. Mesdames et messieurs, voilà, ainsi prend fin le chapitre 1 de de la deuxième partie de notre cours qui est physiologie bactérienne. Je vous remercie et rendez-vous sur la plateforme pour d'autres questions.